Alors à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Moi je suis Martine, donc là ici on est à la Landette qui est un endroit où moi je suis venue en vacances en fait depuis que je suis toute petite. Et de ma fenêtre je voyais cette ruine qui me faisait toujours rêver en fait. Moi c'est vrai que les pierres et le bois dans cette région ça m'a toujours fait rêver. Et puis bon après quand j'ai connu Jacques on a continué à venir chaque année. Et on a décidé un jour d'acheter cette ruine. Et à ce moment-là évidemment on ne savait pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, c'est Jacques. Il n'y a eu aucun problème pour que je rentre dans le rêve de Martine, parce que j'avais aussi beaucoup d'imagination. Alors si on peut imaginer en étant ici, tout ça c'était complètement rempli. Et on déblayait les pierres, Et à un moment donné, on s'est dit, oh, elle paraît un peu arrondie celle-là, oh, tu vois pas que ce soit un menhir, on sait jamais, etc. Mais je me souviens qu'on le disait un peu comme une plaisanterie, etc. Mais on continue à déblayer, et puis à un moment donné, quand même, on se dit, on sait jamais, et on déblayait de plus en plus près de la pierre. Et puis jusqu'au moment où on a fait vraiment le tour, et on s'est dit, mais c'est sûr, c'est un menhir. On se trouve du coup maintenant dans le rez-de-chaussée de la maison. Enfin, on imagine qu'il y avait la bergerie. La bergerie. Ouais. Donc il y avait 3 petits espaces séparés par des murs. Donc ce mur-là, un mur là où il y a le menhir. Donc ça faisait 3 espaces pour des animaux. Le menhir était absolument invisible jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il avait été utilisé comme montant d'une ouverture, quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans sa face là un emplacement pour un petit loquet, un deuxième en haut. Les sculptures, c'est une statue menhir, donc les sculptures sont très effacées, mais la principale raison, c'est parce qu'il y avait sans doute des animaux qui pendant 50 ans, 100 ans, ont frotté contre la pierre dans un sens et dans l'autre et l'ont complètement usée. Et donc paradoxalement, c'est plutôt derrière qu'on voit mieux, parce que derrière était caché à l'intérieur d'un mur. Ouais, moi, ce qui m'inspire plus, c'est le fait que ça a été gravé il y a donc combien 4000 ans 4000 ans, disons. À peu près. Enfin, moi, c'est ça qui nous fait vibrer. Enfin, on n'a pas de mal à imaginer de la visite, disons, il y a 4000 ans, quoi. C'est plutôt sympa. Le paysage doit être complètement différent, bien évidemment, quoi. Alors ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a découvert que c'était une statue menhir quand c'était complètement à l'air libre, et en fin de journée, il y avait le soleil par derrière et un éclairage rasant, et on voyait le collier qui se dessinait, mais d'une manière absolument magnifique, bien mieux que en faisant l'obscurité et en prenant une lampe, quoi. Et c'est là, on s'est dit, il y a vraiment zéro doute sur... C'est pas simplement un morceau de caillou, quoi. donc là, on devine bien la ceinture en étant bien rasant comme ça. Le collier, là, on voit le collier, voilà, on devine le collier comme ça. Puis là, on voit les jambes, donc. Après, bon, là, c'est vrai que ce creux-là, il est certainement dû à la porte qui était existante, mais le collier, on le voit bien. Et à l'arrière, on voit aussi sa verticale. Là, la chevelure, là. Il y a une photo qu'on a gardée où on voit le plus petit faire le guide touristique pour montrer à une amie enfant et il décrit le menhir. Non, ça fait partie de leur histoire aussi, quoi, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, il nous disait, mais c'est super, on va faire un musée au fur et à mesure, tout ce qu'on sortait, qui étaient des bouts de ferraille, mais aussi des fois des bouts de poterie. Bon, on n'est pas allé jusque-là, mais pour nous, c'est toujours le musée, c'est toujours la pièce au menhir, quand même, ici.
Même je trouve que la voir dans un musée, alors qu'il y en a 10 autres autour, on ne la regarde pas de la même manière. Là, la voir dans son espace, même si on n'est pas complètement sûr qu'elle a toujours été à cet endroit-là, mais moi c'est vrai que je me dis ça, je trouve que ça change tout quand on la voit quand même. Et puis l'imaginer remplacé par un objet en résine, que quand on le tape ça sonne creux, ça serait pas la même chose, quoi. On ne s'est pas posé la question. On a dit on peut le garder, on le garde. Alors, en tout cas, c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose de très important qui donne quelque chose à cette maison. Par contre, je ne voudrais pas empêcher des gens de le voir. Alors, c'est vrai qu'on ne laisse pas toujours grand ouvert, mais en tout cas, nos voisins ont la clé et chaque fois qu'on a un coup de téléphone, on dit bien, vous pouvez venir la voir. Je m'appelle Charles Cambe, je suis artiste, je peins. J'ai pratiqué l'archéologie, un peu en professionnel, beaucoup en amateur. Et voilà, j'ai eu l'occasion de travailler sur les statues menhirs. C'est quelque chose qui m'a pas mal influencé. Dans mon travail, en fait, des fois, l'artiste, il est un peu comme une éponge, en fait. À la fois, l'archéologie me nourrit et des fois, l'artiste amène des idées ou des façons de voir dans l'archéologie. C'est vrai que j'ai commencé l'archéologie par le dessin. Et donc Jean Record m'a montré un petit peu les premières statues menhirs, parce qu'il voulait que je fasse des dessins, parce que je dessinais, de haches. Donc j'ai dessiné une grosse partie du matériel qu'il y a maintenant dans les vitrines de Murat. Je les avais dessinés pour un article qui était passé dans l'archéologie tarnaise. Et après, il m'a mené, il m'a montré tous les circuits. Une des premières, donc forcément, qui m'avait marqué, c'était la pierre à planter, parce que c'était quelque chose qui était phénoménal, quoi. En plus, le paysage, le lieu. Et après, une autre c'est le col des Saints, qui était encore perdu dans la montagne. Il fallait y aller par des chemins de terre, tu vois, c'était assez inaccessible. C'est vrai qu'il y a un côté d'émotion pure, des choses, voilà, comme quand on voit une œuvre, tout ça, hop, il y a quelque chose qui se passe. Le côté à la fois intemporel pour les statues menhirs, qui passe toujours. Il y a toujours cette émotion. Alors forcément, il y en a de plus belles, de plus grandes, il y en a de petites. Alors c'est vrai, dans un musée, ça passe un peu moins parce qu'elles ne sont pas en situation, dans un espace, dans un paysage. Et le cas de la pierre plantée, là, c'est vraiment avec un paysage grandiose et de voir le Montalet, tout ça. Il y a deux choses qui se conjuguent. Le lieu, cette pierre un peu énigmatique, et voilà, ça c'est ce qu'on perd des fois certainement dans un musée. Mais c'est l'exemple identique. Sur la peinture, forcément, la peinture du XVe siècle était prévue pour une église. Est-ce qu'il faut regarder toujours dans une église ou le regarder dans un musée? Voilà, toujours les questions entre le lieu où ça a été fait pour le lieu où ça a été fait. Et des fois, c'est autonome. Une œuvre peut être autonome et avoir toujours sa force. Une grosse partie des statues menhirs des Monts de la Cône ont été trouvées dans les années 60 à cause des labours. Parce que les labours sont devenus plus profonds, et donc on a accroché les pierres on les a mis sur le bord des champs. 3 ans après, on voit, il y a peut-être quelque chose. Quelqu'un qui passe, un gars qui connaît un petit peu, mais je connais ça, je l'ai vu, c'est une statue menhir, voilà. Il appelle quelqu'un de compétent, et il faut le mettre, voilà, l'historique, c'est Hermé qui retrouve les premières, on les trouve récemment, quoi, c'est récent. Le fait de les voir dégradés, de voir des monuments qui ont passé autant de temps pour arriver jusqu'à nous, et qui, en quelques années, vont... Il y a eu des erreurs sur la conservation, parce qu'on a considéré que c'était des cailloux, donc ça ne craignait rien, que c'était... Voilà. Alors que, bon, comme toute matière, et surtout c'est des matières qui étaient relativement fragiles, il y avait des granites, mais il y avait aussi des grès, des pierres qui sont fragiles au gel, fragiles à l'humidité, au soleil, enfin, du moins à tous les phénomènes. Et donc, autant dans l'Aveyron, on a pris le parti déjà à cause d'Hermé de les acheter, puisqu'en fait là, ça a été le cas pour celle de Monteil. Et donc, quasiment
Enfin, beaucoup de celles de l'Aveyron sont maintenant dans des musées protégés. Et celles du Tarn, il y a eu des erreurs au niveau de gens qui ont incité à les dresser, à les mettre sur place en disant voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Voilà, ça a été une aberration. Elle est difficile maintenant à contrebalancer. Et c'est dommage parce que c'est quand même. Enfin, je prends l'exemple toujours comme ça, mais je dis, on a rentré les chevaux de Marly sur des Champs-Élysées, des sculptures qui datent du XVIIe, je sais pas, c'est XVIIe, ouais, pour les mettre dans des musées et mettre des moulages à l'extérieur, on ne voit pas la différence. Et surtout que Et là, c'est les premières traces de la sculpture monumentale européenne, humaine, qui a réussi à arriver jusqu'à nous, on les met dehors, voilà. Venez voir, en sachant que le fait de laisser à l'extérieur, il y a des choses qui viennent parasiter, de la mousse. Voilà. Donc en fait, on ne voit plus le monument, il se dégrade, et voilà, mais il est là. De savoir qu'ils ont pu arriver jusqu'à nous, et qu'en quelques années ou dizaines d'années, on risque de les perdre, c'est quand même aberrant, quoi. C'est vrai que le travail d'archéologie a déteint un petit peu sur mon travail d'artiste. Même si on oblitère le côté ancien, il y a quand même une force dans la forme, dans le côté plastique, le côté à la fois presque contemporain, et qui donc dépasse le temps, et qui a toujours une émotion qui se dégage quand on voit ces objets ou ces sculptures. Et donc, dans mon travail, c'est vrai que j'ai voulu me rapprocher un petit peu de ça. Essayer de retrouver un petit peu des formes relativement simples et de retrouver l'humain avec des choses schématiques qui le représentent. Et essayer de trouver l'émotion que je pouvais avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces objets-là, par eux-mêmes, ils ont une force. Même si on oblitère la culture, des fois, on ne l'a pas. On n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas le pourquoi. Et pourtant, ça marche. Il me semble que ça passe les cultures. Une lecture peut se faire sans avoir le mode d'emploi. Voilà. Et en regardant mes tableaux, là, justement, quand vous êtes venu, j'ai fait le rapprochement. C'est vrai que sur les statues menhirs, il y a très peu de représentation de bouche. Donc, autant les yeux, le nez représenté. Mais le fait de ne pas mettre de bouche renvoie à celui qui le regarde l'objet justement à rajouter des choses qui manquent. Comme si on ne met pas la pupille à un œil, en fait, le regard peut être plus intense que si on mettait une pupille. Voilà. C'est un peu je prends un exemple, mais c'est la tête de Tintin. Tout le monde peut s'identifier à lui. Voilà, c'est un peu pareil. Pour résumer, ça pourrait être ça. Je fais les têtes de Tintin pour que tout le monde s'y retrouve. ça la mèche. Voilà. Donc quand on arrive là, quand même devant cette statue, je pensais que j'ai été longtemps sans voix au début quand je l'ai découverte. Voilà. C'était une rencontre où on est sans voix, devant la force aussi de cette œuvre, parce que c'est quand même une œuvre. C'est nos premières sculptures, gravures. Donc on l'a mis dans cette clairière, on l'entretient comme clairière, mais elle est quand même trop à l'humidité. La pierre est soumise aux intempéries et ça, on a confirmation un peu que ces gravures, la ceinture aurait pu faire le tour. Donc ça veut dire que la partie de derrière a peut-être subi dans le réemploi une détérioration massive, quoi. Je m'appelle Christine Bernot, j'habite dans le Cidobre, une terre de granit. Et très vite, enfant, j'ai découvert qu'il existait un patrimoine qu'on appelait menhir, statue menhir, dont me parlait mon grand-père qui avait la passion de l'archéologie. Au cours d'une promenade à l'automne,
je vois une pierre. Et là, je me dis, il y a une belle pierre quand même. Bon, on ne voit pas grand-chose, mais on voit que c'est une belle pierre. Je n'avais pas encore vraiment la notion de réemploi de pierre le long des chemins. Et nous décidons, pour les 100 ans de mon grand-père, sur le coup, de la retourner. Donc on était assez nombreux. On la retourne et on la voit dans toute sa splendeur. On voit une boucle en bas-relief avec une ébauche quand même d'objets. Elle a été abîmée en haut. Donc après cette journée festive, familiale, on décide de la redresser pour le 14 juillet. Et ce lieu est devenu un endroit où on venait régulièrement interroger, consulter, admirer, sentir cette pierre. Voilà, c'était un lieu de promenade. C'est toujours un lieu de promenade maintenant pour les gens de Győr. Oui, ils savent où elles sont. Elles se méritent, quoi. Elles se découvrent. Nous sommes 5 filles et avec nos enfants, voilà, c'était vraiment une partie de plaisir, un jeu, d'aller voir cette belle découverte qui nous parle d'il y a 5000 ans d'âge. Voilà, au moins c'est l'âge qu'on peut lui donner sans trop se tromper. Et de se dire, mais des hommes et des femmes, des enfants l'ont vu, vivaient, voilà, c'était les premiers éleveurs, c'était les premiers cultivateurs, mais qu'est-ce qu'ils cultivaient, où habitaient-ils, comment chantaient-ils sur ces chemins, voilà, c'était joyeux, est-ce que c'était un lieu de fête, est-ce que c'était un lieu de pouvoir d'un chef? Bah oui, dans toute communauté, il y a un chef, mais comment vivait-il? Voilà, c'est que des questions ouvertes. C'est comme ça qu'on avance. Comment la nature aussi se reflétait, comment elle était en résonance avec cette pierre. Et laisser aussi une part à cette inouïe qu'exprime la pierre, parce qu'on peut pas la faire parler, mais elle exprime un inouï. Et dans inouï, il y a ce que l'on n'entend pas, mais que l'on a au fond de nous. Voilà, c'est ça la mémoire ancestrale. Là, c'est un peu jungien comme approche, mais comment ne pas rester insensible à la présence des éléments autour de nous. Pour moi, c'est vital. Ça, c'est mon chemin personnel. Après, se pose le problème de sa conservation. Moi, j'ai beaucoup appris dans les musées. Moi, je trouve qu'elle est tellement belle qu'elle mériterait d'être protégée. Elle est très sobre dans ses gravures, en tout cas ce qu'il en reste. Franchement, ça ne me dérangerait pas de mettre une copie sur place, comme ça, qui pourrait, elle, subir les intempéries. Et voilà, c'était une première proposition. Je dirais qu'il y a eu le temps de la découverte et du moment où on l'a redressée en 2007. Et puis rapidement, pour ma part et pour d'autres personnes autour de moi et mes amis archéologues, on s'est interrogé sur sa fragilité. C'est une pierre, c'est vivant. Le granit, c'est une pierre qui est fragile, même si elle est dure, si elle est dense. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellée. Cependant, j'ai compris le souhait au départ, dans ma famille, de vouloir la redresser et de l'admirer dans le lieu de sa découverte. Voilà. Pour moi, c'était incontournable. Moi, je suis sans voix quand je la vois. Je vous laisse l'admirer.